À ce numéro d'au-delà de l'actualité, à travers ce numéro, nous allons tabler sur les états généraux du portefeuille qui se tient du 9 au 14 décembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Des moments intenses pour tabler sur les questions qui rangent les entreprises du portefeuille de l'État. Comment redynamiser les entreprises du portefeuille de l'État, devenu aujourd'hui carnard boiteux. Nous allons en parler avec notre invité Isaac Ngouinza. Qu'est-ce qui est à la base de tous ces mots qui rangent les entreprises du portefeuille? Isaac Ngouinza, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Et je remercie aussi la direction du programme de Canal Congo Télévision pour la confiance que vous ne cessez de manifester à mon endroit, en m'invitant à opiner ou à commenter l'actualité du pays. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent ne seront pas déçus de nos analyses par rapport à l'organisation des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Mais avant d'aborder cela, je voudrais placer un mot par rapport à la disparition tragique de notre consoeur Jemima, Diane de la RTNC. Et je pense que les circonstances de son décès, à mon avis, sont inacceptables, madame, dans la mesure où on ne peut pas comprendre qu'un journaliste ou une journaliste puisse perdre sa vie en venant du travail, en venant de rendre, au fait, de prester, rentrant la nuit. Nous vivons dans une ville où l'insécurité et criant, tout le monde sait qu'il y a l'insécurité, il y a des bandits la nuit là. Je pense que la télévision nationale devait prendre des précautions ou de responsabilités pour sécuriser la vie des journalistes. Je pense que ce n'est pas seulement à la RTNC, même ici aussi chez vous, je ne sais pas, quand vous travaillez la nuit, je pense qu'il faut que les entreprises de presse ou dans ce cas la chaîne nationale puisse en tout cas mettre des moyens pour sécuriser les journalistes. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse dire qu'il n'y avait pas de carburant, par exemple, pour conduire la journaliste chez elle après 23 heures. Je ne peux pas comprendre aussi qu'on puisse ne pas mettre en place des mesures sécuritaires. Vous savez, il y a l'hôtel Invest à la RTNC. Je crois qu'on a créé, quand on a construit le bâtiment principal de la RTNC, on a prévu à côté l'hôtel Invest. Et l'idéal était également aussi, en cas de journalistes qui travaillent pendant les heures tardives, s'il n'y a pas moyen de rentrer à la maison, vous pouvez passer une nuit à l'hôtel. Mais bon, tous les comités de gestion qui se sont succédés à la RTNC, je ne sais pas, à part le départ de Papa Kitoutou, quand il était là, je pense, l'hôtel Invest était opérationnel. Mais je pense qu'on peut réhabiliter cet hôtel, le rendre opérationnel pour que, en cas de problème, les journalistes qui quittent minuit, ils peuvent dormir et puis rentrer le matin chez lui. Je pense qu'il y a lieu de revoir un peu la gestion de cette entreprise médiatique dans notre pays. Voyez, merci Isaac. Merci Isaac, paix à l'âme de nos confrères. Oui, et puis voilà. Nous présentons aussi nos condoléances à la famille. C'est aujourd'hui qu'elle sera mise en terre, je crois, que Dieu doit consoler la famille. Voilà, merci Isaac Ngouinza. Alors, nous étions en train de parler des entreprises de portefeuille. Il faut vraiment un diagnostic par rapport à nos entreprises, bon, la gestion. Oui, ça c'est un problème très sérieux. Moi, je ne vois pas le problème seulement au niveau des portefeuilles de l'État ou au niveau des entreprises. Je m'imagine aussi, on pouvait aussi avoir les états généraux des infrastructures du pays. Tout est par terre. Regardez nos infrastructures. Que ce soit les routes, que ce soit, je ne sais pas. Tout, c'est comme si la RDC se retrouve à la naissance, après 64 ans de l'indépendance. C'est comme si c'est maintenant qu'on veut commencer à construire le pays. Même avec des routes, il faut... Mais je vous jure, mais regardez la ville de Kinshasa, madame. C'est pas question de volonté. Non, exactement. Bon, avant d'arriver, on va vraiment diagnostiquer tout cela. Si les choses ne marchent pas, il faut chercher les causes. Je crois, depuis 2018, que le président Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, il y a eu un ministre au portefeuille, d'accord, pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 5 ans après, on doit avoir
à organiser les états généraux des entreprises, signifie ça ne va pas. Signifie que le nouveau ministre... Précédemment, il y a eu des séances d'assises aussi. Non, je me rappelle, il y a eu, pour la dernière fois, les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État en l'an 2000. Ça fait déjà 24 ans. Il y a 4 ans. 24 ans. Et il y a eu aussi des réformes de 2008, n'oubliez pas, avec Copirep aussi. Oui. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est comme s'il n'y a pas de suivi. C'est ça le vrai problème. On peut prendre des résolutions, cette fois-ci aussi. On peut organiser les états généraux des entreprises du portefeuille, on définit, par exemple, de politiques à mettre en place pour faire vraiment de ces entreprises, comme cela est la volonté de l'actuel ministre du portefeuille que je salue, son Excellence Jean-Lucien Boussa-Tongba, qui a constaté que beaucoup d'entreprises de l'État n'arrivent pas à donner à la nation ce qu'on devait attendre d'une entreprise, c'est-à-dire participer au PIB, créer des emplois, et puis non seulement créer des emplois et participer au PIB, mais aussi participer au budget national. Bon, le ministre constate que plusieurs entreprises de l'État deviennent aujourd'hui comparables à ce que vous avez développé à l'introduction, des canards boiteux. Plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a d'autres... Et il se décide de les faire marcher. Je pense que... C'est une bonne initiative. Je pense que c'est une initiative excellente. D'ailleurs, quand vous gérez une entreprise ou vous gérez un secteur, un portefeuille de l'État comme le ministère du portefeuille, par exemple, vous trouvez sur votre table, il y a des dossiers. Or, le ministère du portefeuille, c'est comme l'organe des tutelles des entreprises publiques. Et le ministre se rend compte que les entreprises ne produisent pas tel qu'on devait s'attendre, à part les entreprises de perception de taxes comme la DGI, qui se distingue dans la mobilisation des recettes. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas longtemps, vous avez même vu que même le gouvernement avait apprécié les efforts de révérend pasteur Barnabé Mouakadi, qui avait même dépassé les assignations lui attribuées par le gouvernement dans le cadre de mobilisation des recettes. Je pense que avant de soigner ces mots, il faut identifier les vrais problèmes. Et alors, quels sont ces vrais problèmes? Comment pourrait-on identifier ces problèmes sans organiser des états généraux des entreprises publiques? Je pense que... c'est-à-dire que ce serait une occasion pour d'abord identifier les problèmes. Identifier les problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi certaines entreprises sont dans l'état... sont dans les états qui se trouvent aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le problème de la gouvernance? Est-ce que c'est le problème du personnel? Est-ce que ce sont des problèmes politiques? À ces questions, qu'est-ce que vous répondez? Quels sont vraiment les vrais problèmes qui minent nos entreprises de portefeuille? Moi, je pense que c'est la politisation d'abord c'est la politisation d'abord de postes de commandement ou de gestion. Lorsqu'on... Je vais vous donner un exemple très simple. Hein. Je prends le cas de l'OCC. Il y avait, j'ai oublié encore le nom de ce directeur général, c'est lui qui était accusé... Vous parlez son nom, hein? Voilà. Donc, on avait remplacé un fils maison, Gabi Loubiba. Bon, j'ai cité Gabi son nom. Fils maison, il a fait plus de 30 ans à l'OCC. Il connaît l'entreprise. Et quand il a pris l'intérim déjà après son problème judiciaire et tout là, après, il y a eu des nominations. On devait placer des directeurs généraux adjoints selon le partage du pouvoir avec les partis politiques, des quotas et tout là. C'est ce qui parfois empêche les entreprises à croître. En tout cas, ça rend les entreprises stagnantes. Lorsqu'on ne met pas à la tête de l'entreprise quelqu'un qui maîtrise l'entreprise, ça pose problème. Lorsqu'on place un fils maison
quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience dans cette entreprise, il connaît l'entreprise. Qu'on prend Gisèle qui vient de Bruxelles ou de Paris, on vous place DG quelque part, vous n'aurez pas la même vision ou la capacité de gestion que quelqu'un qui est issu de cette entreprise. Je pense que ça, c'est un problème très sérieux. Pendant ces états généraux qui vont commencer le 9, du 9 décembre jusqu'au 14, je pense que ce sera le moment d'identifier tous ces problèmes et de proposer des pistes de solutions. Parce que n'oubliez pas, même le thème de ces états généraux-là, c'est quoi? Faire des entreprises du portefeuille de l'État le levier de croissance économique et le développement social, et le développement économique et social en République démocratique du Congo. Et en cela, on s'attend à ce que les entreprises puissent être vraiment des vecteurs de développement social, des vecteurs de la croissance économique. Il faut que les entreprises participent au PIB, il faut que les entreprises participent au budget, il faut que les entreprises soient aussi des vecteurs d'emploi. Il faut créer ça puisse aussi donner les emplois aux gens. Mais moi, je pense que de la création des emplois, tantôt, tout à l'heure, vous avez parlé de la politisation, c'est-à-dire qu'on est en train de recruter des gens au sein de partis politiques, mais eux aussi, ils ont besoin d'emplois. Voilà. Ces membres des partis politiques. Est-ce que ce n'est pas le problème de la compétence? Exactement. Madame. Et au sein de partis politiques, des hommes compétents. Moi, je pense que le problème de la compétence est majeur. Dès lors qu'on place des gens parce que c'est votre cousin, c'est votre neveu, ou bien votre ami. Mais il est compétent. Oui, voilà. Non, je dis d'abord, bon, regardez, dans notre pays, ça fait très longtemps, la méritocratie n'a plus de place ici. On ne tient pas compte de la méritocratie. Vous ne verrez pas, par exemple, des communiqués ou bien des annonces que voilà, dans telle entreprise, on embauche. Un exemple très simple, ça me vient en esprit. Regardez en face du Palais du Peuple. D'accord? On vient de construire le centre culturel congolais, non? Où il y a l'Institut national des arts. Vous voyez un très beau, un beau bâtiment, non? Mais vous ne comprendrez pas comment ça sera plein avec les travailleurs. Donc il n'y a pas appel d'offres, il n'y a pas de tests, donc on va seulement placer des gens comme ça. On prend dans des partis politiques, c'est ce qui tue les entreprises. Même chose dans les ministères. Et puis, l'administration, il faut que mais les militants des partis politiques, je me mets à leur place, ils diront que nous sommes dans des partis politiques, nous assistons à des réunions, nous avons aussi besoin d'emploi. Le chômage étant à un niveau élevé. À l'époque, peu importe que vous soyez issu d'un parti politique ou non, pour être engagé, on passe des tests. Je ne sais pas s'il y a encore des tests aujourd'hui, des tests d'embauche, tests psycho, on appelait ça quoi? Bon. Des tests, que ce soit psycho, on appelle ça aptitude physique. Voilà, aptitude physique, intellectuelle et tout là. Il n'y a plus de tests. Il n'y a plus de tests, même de grammaire ou de français pour engager quelqu'un qui doit être dans l'administration. Et je ne sais pas aussi, l'administration publique ici, je crois, c'est vraiment pénible. Donc, même l'administration ne marche plus. Allez même dans des entreprises. Vous voyez les gens à l'extérieur, on ne travaille pas. Donc s'il y a des problèmes au niveau de nos entreprises, c'est parce que les gens ne travaillent pas. Il y a aussi problème de compétences. On place des gens par affinité, par camaraderie, par amitié, ça ne marche pas. Il faut des tests. Aujourd'hui, par exemple, on veut engager des contrôleurs. Vous avez besoin de 10 contrôleurs. Lancez l'appel de réception des candidatures. Vous soumettez les candidats au texte. La personne qui va, les candidats qui vont réussir, ce sont ceux qui seront embauchés. Si on commence d'abord par ça, on tient compte, on considère la méritocratie, je pense que ça pourra changer les choses. Et puis, les problèmes de détournement. Quand vous êtes placé à la tête d'une entreprise, venant d'un parti politique, vous avez des quotas ou de soutien d'une somme d'argent à donner au parti, à contribuer au parti chaque mois, ça pose aussi problème.
Et c'est ça le vrai problème qu'on a aujourd'hui dans notre pays avec les entreprises. Il faut vraiment qu'il y ait des rigueurs. Il faut vraiment que cette fois-ci, les partis politiques vont s'éclater. Hein. Bon, c'est ça le vrai problème. Il ne faut pas que les gens continuent à croire qu'en RDC, pour avoir de travail, il faut entrer dans un parti politique. Et il y a même des gens qui disent qu'il faut qu'on puisse vous pistonner. Il faut piston. Oui, sans piston, vous ne pouvez pas obtenir un travail. Franchement, je ne sais pas, je n'ai pas ce souvenir depuis le régime passé jusqu'à aujourd'hui, où vous entendez par exemple qu'à Banque Centrale on engage, ou bien on reçoit des candidatures postulées, ça n'existe plus. Donc, vous voyez, je vous donner cet exemple. On vient de construire le bâtiment qui abrite le centre culturel congolais en face du palais du peuple. Jusqu'à ce que ça sera rempli, vous ne saurez même pas comment on a procédé pour recruter, mettre les gens partout là-bas. Chacun va tirer ses agents. C'est serré comme ça, c'est ce qui est mauvais. Et plus on continue comme ça, ça ne marchera pas. Mais du moins, nous avons eu un ministre qui veut mettre de l'ordre, qui veut faire de ces entreprises des vrais vecteurs de développement économique et de développement social. Que ces entreprises puissent participer au budget national, participer au PIB, participer aussi à la création d'emplois. Je pense qu'on doit soutenir cette initiative et voir ce que ça va donner. Et surtout, il faut que les résolutions soient appliquées. C'est ça le vrai problème. On peut bien identifier les problèmes qui rongent nos entreprises. On a parlé des problèmes de l'incompétence, on a parlé des problèmes de non-respect de la méritocratie. On a parlé des problèmes de détournement. Il faut qu'il y ait aussi des mesures drastiques à l'endroit des détourneurs de la chose publique. Quand vous savez déjà que quand je détourne, voilà ce qui m'attend. Un jour, j'avais suivi notre collègue Israël Moutombo qui suggérait la peine de mort pour des crimes économiques. Donc, si vous détournez l'argent de l'État, la peine, c'est la peine capitale. On vous tue. Comme ça, l'argent que vous avez détourné, vous ne pouvez même pas jouir de ça. Et je pense que quand les gens commenceront à avoir peur de détourner l'argent de l'État, je pense que les choses vont aller. Il y a des entreprises, normalement, qui ne devaient pas se retrouver dans l'État dans lequel elles se retrouvent maintenant. La MIBA, on a la GECAMI. Bon, Sokimo, et puis moi je pense que le ministre ne doit pas seulement se limiter au niveau de l'organisation des états généraux des entreprises, mais il doit aussi voir la part des entreprises de l'État, par exemple, dans des entreprises para-étatiques. Je prends l'exemple de Kibali Gold Mines ou Sokimo, et actionnaire de la part de l'État. Mais madame, pensez un peu que dans Sokimo et Kibali, l'État congolais n'a que 10% des produits, 10% des dividendes. C'est-à-dire on exploite de l'or à une exploitation que je dirais de grande envergure, mais tout l'argent qu'on obtient, l'État congolais n'a que 10%. Je pense que c'est ici que je dois dire au ministre Jean-Lucien Boussa, qui est aujourd'hui patron des entreprises du portefeuille de l'État, qu'il ouvre un peu les yeux sur ça, qu'on revoie le contrat de Kibali, où l'État congolais n'a que 10%, madame. En 2009, quand ils ont commencé cette joint venture, il y avait deux entreprises. Il y avait Rwanda Gold Resources, il y avait Anglo Gold Ashanti. Au départ, Anglo Gold Ashanti et Rwanda Gold avaient 35%. L'État congolais, représenté par Sokimo, avait 30%. Donc quand ils ont commencé l'entreprise, dans le partage des dividendes, c'était 35% pour Rwanda Gold Resources, 35% pour Anglo Gold Ashanti, 30% pour l'État congolais. Mais le gouvernement, à l'époque, c'était Mouzitou qui était Premier ministre, ils ont proposé aux Anglais ou aux partenaires d'acheter les 30% du gouvernement, que le gouvernement n'ait pas de part à cette entreprise-là, à la production. Mais les Anglais, ou je crois Mark Bristow, il a dit non, le CEO de Kibali, nous ne pouvons pas mener une entreprise de grande envergure
exploitant de l'or sans qu'on ait l'État congolais comme partenaire. Au lieu d'acheter 30%, nous achetons 20%, nous vous gardons 10%. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans l'exploitation de l'or à Kibali, l'État congolais n'a que 10%, 90% sa part. Je pense qu'il y a lieu de revoir ce contrat de Kibali. Et ce qui me fait mal, depuis 2018 ou 2019, que même le président Félix est au pouvoir, je ne vois aucun ministre, ni de mine ou par exemple du portefeuille, revoir ce cas. Même l'IGF, je ne sais pas pourquoi on ne regarde pas le cas de Kibali. Et même les agents de Sokumo se plaignent toujours qu'ils ne voient pas leur part et tout. Donc je pense que c'est vraiment le moment d'ouvrir les yeux, de mettre de l'ordre, de voir comment redynamiser les entreprises publiques et les rendre vraiment productifs, les rendre vraiment, comme cela est la vision du chef de l'État, que le ministre Jean-Lucien Boussa est en train d'exécuter, faire de ces entreprises des vrais vecteurs du développement social et économique. Alors, Isaac Gwenza, tout à l'heure, vous avez parlé du test de recrutement, mais à un moment, la COPEREP, hein, c'est le COPEREP, avait tablé sur cela, sur des réformes, mais Madame, on n'en parle plus, ça n'a rien produit. C'est ça le vrai problème avec notre pays. Vous verrez avec ces états généraux des entreprises publiques aussi. On sortira avec de bons résultats, avec de bonnes résolutions. Mais le problème, c'est au niveau de l'applicabilité. Il faut les appliquer. Si on n'applique pas, que va-t-il se passer? Après 5 à 10 ans, on va encore convoquer les états généraux. Donc c'est comme si on est en train de tourner en rond. Quelles sont les mesures fortes qu'on doit prendre, selon vous? Oui, c'est-à-dire il faut la rigueur. Vraiment, il faut la rigueur. Et je pense qu'on ne peut pas suggérer, par exemple, la privatisation des entreprises. Ça, c'est quelque chose que moi, par exemple, je ne pourrais pas soutenir. Vous êtes contre cela? Je suis contre, madame. Vous savez, quand vous privatisez... Les entreprises sont déjà privatisées. Voilà, quand vous privatisez... notamment. Voilà, quand vous privatisez, le vrai bénéficiaire, ça sera l'entreprise qui a acheté vos actions ou qui a acheté l'entreprise. Je vais vous donner un exemple très simple. Qu'une serve vient à la population. Je vais vous donner un exemple très simple. Si l'État gère une entreprise et que vous achetez des lots, par exemple, à 10 000 francs, par exemple 10 mètres cubes, 10 000 francs, hein, et une entreprise privée, une entreprise étrangère vient, elle achète la régie des eaux, au lieu que tu achètes 10 000 mètres cubes à 10 000 francs, il te vend 10 000 mètres cubes à 50 000 francs. Qui perd? C'est la population. C'est ça le vrai problème. Même avec le système de prépaiement, c'est très bien, c'est bien beau. Les gens disent, oh non, on doit procéder au système de prépaiement de l'électricité. Ils sont mieux servis en prépaiement. Mais en tout cas, prépaiement, c'est bien, mais ça sera désavantageux pour la population dans la mesure où, quand on paye le courant par le post-paid, même si vous n'avez pas encore l'argent, pendant 3, 4 et 5 jours en attendant que vous payez la facture, vous continuerez à avoir l'électricité. Par contre, quand vous achetez ça comme on achète de crédit de communication, donc quand c'est épuisé, vous n'avez plus de courant. C'est un peu ça. Je pense que moi, je ne soutiens pas la privatisation, par exemple, des entreprises telles que Régie des eaux, SNEL, on ne peut pas privatiser, même l'ONATRA. On ne peut pas. Parce que si on privatise, on doit s'attendre à une augmentation de coûts, par exemple, des services de ces entreprises-là. C'est ça le vrai problème. Alors, un autre problème qui mine nos entreprises, est-ce que, Isaac Gwenza, c'est pas aussi les problèmes de sous-traitance? Bon, ça c'est aussi un problème. Vous savez, madame, à l'époque de la Deuxième République, on n'entendait pas ce genre de problèmes. Sous-traitance. Sous-traitance, en fait, c'est quoi? Vous ouvrez une entreprise, au lieu d'engager les gens directement, signer un contrat, vous signez un contrat avec une autre entreprise. Par exemple, vous dites, moi j'ai besoin de 15 nettoyeurs, j'ai besoin de 20 techniciens. Au lieu d'engager des techniciens, les payer directement, vous savez que si vous procédez
si vous procédez de cette façon-là, vous aurez à supporter la location familiale, le transport, je ne sais pas moi, les logements et tout là. Donc, et en cas de maladie aussi, vous devez soigner votre employé. Qu'est-ce que vous faites? Vous signez un contrat avec une entreprise qui vous envoie des humains, des hommes qui doivent travailler. Et à la fin du mois, au lieu de payer ces agents qui travaillent pour vous directement, vous payez l'entreprise qui vous a envoyé ces gens, et cette entreprise paye ces gens-là. La conséquence, c'est quoi? L'entreprise peut taxer 1 000 $ par personne, par agent. Mais il peut donner à l'agent 200 $. Et l'entreprise la prend 800. C'est ça c'est pourquoi la plupart des grands classiques du régime qui sont derrière ces sous-traitances, c'est-à-dire ce sont les intouchables. Et c'est un mauvais système. Il faut qu'on laisse l'embauche aux entreprises elles-mêmes directement. Elles doivent embaucher directement les employés. Cette histoire de sous-traitance est vraiment mauvaise, madame. Et le jour où l'entreprise qui vous envoie un moindre problème, il vous licencie et vous ne pouvez même pas réclamer des droits à l'entreprise où vous avez travaillé. Parce qu'ils signent même des contrats. Oui, parfois sans contrat. Et je pense que après ces états généraux, les résolutions qui sortiront de ça, si on les met en pratique, je pense que ça pourrait atteindre les objectifs du ministre du portefeuille, Jean-Liché Boussa, de voir les entreprises être ce que lui, le ministre, pense, c'est-à-dire vecteur de développement économique, vecteur de développement social, vecteur d'emploi, des entreprises qui doivent vraiment contribuer au PIB, des entreprises qui doivent vraiment créer des emplois et qui vont aussi participer au budget national. Mais je pense que c'est une bonne initiative. Avant d'agir, vous devez repérer les problèmes. Ce sont les démarches que le ministre Jean-Liché Boussa a engagées pour améliorer les conditions de vie des entreprises de l'État. Je pense que c'est très important. Avant même la tenue de ces états généraux, nous avons vu que les ministres ont aussi entrepris plusieurs réformes dans le secteur des entreprises du portefeuille. Bon, moi j'aime être honnête, Gisèle. Je pense que le ministre Jean-Liché Boussa, c'est quelqu'un qui a toujours souci d'exceller, souci de faire mieux. Je me rappelle quand il était au commerce extérieur. Quand le pays a adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine, il était interpellé au Sénat, parce que les sénateurs n'étaient pas d'accord. Ils disaient, nous ne produisons pas, nous ne pouvons pas entrer dans la zone de libre-échange continental africain, mais pourquoi vous avez adhéré le pays et tout là. Il s'est défendu, et finalement, pour sécuriser l'adhésion du Congo à la ZLECAf, Jean-Liché Boussa avait suggéré la création d'une nouvelle entreprise qu'on a aujourd'hui, ANAPEX, Agence nationale de promotion des exportations. Il a dit, nous pouvons adhérer à la zone de libre-échange continentale africaine et en aval, nous créons une entreprise qui va sécuriser notre adhésion dans cette zone compétitive en proposant la création de l'Agence nationale pour la promotion des exportations que dirige le directeur général Mike Tambwe, qui fait la promotion des produits congolais, des produits made in Congo, qui devait identifier des produits qu'on peut exporter. Aujourd'hui, l'ANAPEX a identifié plus de 62 produits qu'on peut exporter et tout là. Donc, c'est quelqu'un qui a des initiatives pour faire avancer les choses. On a vu au portefeuille ici, il y a quelques jours, je crois, quelques semaines, il a doté le secrétariat général du portefeuille d'un site qui devait fédérer, je crois, toutes les entreprises du portefeuille pouvaient loger leurs informations là-bas. Et si vous avez besoin des informations sur ces différentes entreprises, vous pouvez seulement entrer dans le site du secrétariat général du portefeuille et vous avez tout. Donc c'est quand même
un ministre qui a des initiatives pour accompagner la vision du chef de l'État à mieux faire les choses. Alors, parlons des problèmes qui minent, il y a aussi le problème des dettes, hein, les dettes que l'État doit aux entreprises et également ce que les entreprises doivent à l'État congolais. Et le ministre avait plaidé aussi pour l'annulation de toutes ces dettes, des part et d'autre. C'est une bonne initiative. Bon, vous savez, lorsque vous avez contracté par exemple, l'emprunt quelque part, vous devez rembourser. Ça, c'est le principe. Vous voyez? Mais il y a certaines dettes que les entreprises, par exemple, contractent pour le bien-être soit de l'entreprise, ou encore de la communauté. Bon, si par mégarde, ou bien, je ne sais pas moi, pour une raison ou d'une autre, l'entreprise n'a pas eu à payer ses dettes. Je pense que c'est aussi normal ou logique si on peut annuler ses dettes et tout là. Et parfois, et souvent, ce sont des dettes ou des problèmes qui arrivent suite au bouleversement économique global. Par exemple, quand il y a des crises mondiales telles que l'autre fois avec la Covid-19. Avant même Covid, je crois en 2007, on appelait ça... Bon, une crise qui avait frappé les entreprises du monde. Okay. Je me rappelle en 2007, là, SABC avait même fermé à cause de ça. On disait crise économique mondiale et tout là. Quand il y a de crises comme ça, qui frappent le monde de manière générale, ou pénurie par exemple de carburant, et que ça a influencé ou provoqué les faillites dans certaines entreprises, dans ce cas-là, c'est vraiment raisonnable qu'on puisse abandonner ou annuler les dettes de ces entreprises. Je pense que l'État a l'obligation de le faire. Mais il y a parfois aussi, c'est l'État qui doit aux entreprises. Oui, et c'est aussi vice-versa. Oui, oui. Il y a aussi le problème de saisie des comptes de certaines entreprises qui affaiblissent aussi leur fonctionnement. Hein. Bon, je suis en train de me demander quelle serait la raison qui puisse amener à une telle décision. Qu'est-ce qui peut être la raison? Et je pense que surtout les entreprises de l'État fonctionnent avec l'argent de l'État, l'argent du Trésor. Et certaines entreprises sont dans des productions minières, par exemple. Je prends par exemple le cas de la GECAMINE. Il y a parfois des jugements uniques qui emmènent à cette situation. Hein. Oui, au fait, nous sommes dans un pays où il y a plusieurs réalités. Et ce qui est choquant parfois, c'est quand l'État avait mobilisé l'argent pour résoudre ce genre de problèmes, mais un individu, un membre du gouvernement qui était patron du projet et tout là, ou de ce secteur, et détourne cet argent. Donc, le plus grand problème ici, ce sont les détournements, madame. Moi, je pense qu'il faut des mesures drastiques à l'endroit des détourneurs de deniers publics. J'ai suggéré même la peine capitale, comme mon confrère Israël Mutombosi. Il faut que, même dans la Constitution qu'on doit changer là, on doit insérer dans la Constitution que les crimes économiques d'abord doivent être imprescriptibles et puis les deux doivent être punis de peine capitale. Comme ça, les gens doivent ôter la moindre tentative de détourner le denier public. Vous savez que si on m'attrape, je serai mort. Je ne veux même pas manger l'argent que j'ai détourné. Je crois que c'est... Merci Isaac. Et vous voyez même, dernièrement, le pasteur Roland maudire même les détourneurs. Il prie même à Dieu que leurs maisons qu'ils ont construites avec l'argent volé soient détruites par des catastrophes naturelles. C'est choquant quand on voit des gens souffrir parce que un individu a détourné des millions de dollars qui devaient servir l'État. Donc je pense que tout ça là sont des problèmes qu'on doit tout faire pour que ça puisse plus se répéter dans l'avenir en République démocratique du Congo. Quelles sont, la dernière question, vos attentes par rapport à ces états généraux du portefeuille qui se tiendront du 9 au 14? En tout cas, nous attendons l'amélioration des vies des entreprises. Les entreprises qu'on a repérées comme des canards boiteux,
on doit s'assurer de leur donner le moyen de redécollage. On doit s'assurer que cette fois-ci, dès qu'on donne des moyens, on mobilise des recettes pour permettre à ces entreprises de vivre, et ces entreprises aussi doivent gérer les fonds de l'État, doivent gérer ces moyens de manière responsable, de manière à faire croître aussi leur rendement, pour être vraiment non seulement compétitifs, mais pour être aussi des vrais vecteurs de développement économique et social, pour être des vrais vecteurs d'emploi, participer au PIB, participer au budget national, et puis à créer des emplois. Comme sous d'autres cieux. Comme sous d'autres cieux. En tout cas, je pense qu'avec la rigueur du ministre Jean-Luc Boussa, je pense qu'on arrivera à des résultats escomptés. C'est le souhait de tous. Ouais, c'est le souhait de nous tous. Merci Isaac Ngwenza. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine On est là de l'actualité. Nous sommes arrivés à la fin. Le numéro de ce jour était consacré aux États généraux du portefeuille. Parce que vous savez, nos entreprises sont vraiment rangées par plusieurs mots. Il faut un diagnostic, comme le fait le ministre du portefeuille. Merci. Au prochain numéro.